Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Avant tout, des nouvelles du candidat malheureux de la semaine dernière. Eddy Remy se porte bien. Il nous a même envoyé une petite carte où il disait qu'il avait l'impression d'être plus connu en ayant ce léger malaise qu'en ayant gagné la voiture. C'est dire s'il a retrouvé tout son humour. Merci. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à table, mais une table bien sympa de chez nous, avec toutes nos spécialités. Vous savez que notre gastronomie est riche de traditions et d'inventions. Et ce soir, je peux même vous dire bon appétit en commençant l'émission. Je peux même dire qu'Armelle est belle à croquer. On va peut-être éviter les pépins aujourd'hui. On va essayer. Et puis, on peut vous proposer tout de suite le menu, bien sûr. Quel délicieux menu fort en tête vous propose-t-il aujourd'hui? En apéritif, notre grand chef national, Pierre Winans, nous ouvre les portes de son prestigieux restaurant. Le plat consistant sera aux couleurs de nos mets et produits régionaux. Pour le dessert, la fraise de Wépion sera mise à toutes les sauces. Et pourquoi ne pas terminer par une petite douceur en guise de digestif? Et voici nos deux candidats, Michel Ledoux et Bernard Riguel. Bienvenue. Michel et Bernard, bonsoir. Vous affrontez selon le principe bien connu de nos téléspectateurs. Une première semaine victorieuse vous permet de remporter 50 000 francs. Si vous tentez la deuxième semaine et qu'à nouveau vous êtes gagnant, eh bien c'est 100 000 francs que vous empochez. Et si vous risquez une nouvelle victoire en troisième semaine, vous nous quitterez à bord de la Lancia Delta qui, pas mal, hein. Voilà, qui vous attendra à l'entrée de ce studio. Et le perdant, bien sûr, nous quitte lui avec quelques jours de vacances. Bernard Riguel, vous nous venez d'Auvelais. Oui. Alors, on peut dire que vous êtes géographe, pour résumer. Géographe, oui. Donc, je travaille à la Haute École Charleroi-Europe, à l'École normale de l'Auverval. Mais je suis aussi détaché d'enseignement secondaire où j'ai enseigné une vingtaine d'années au Collège de Bellevue à Dinan. Oui, et la commission d'aménagement du territoire, c'est quoi? Et donc, en plus, je m'occupe à Sambreville de la commission d'aménagement du territoire. Je suis le vice-président de cette commission. Vous savez que j'adore les gens qui disent « et en plus je fais ça, et en plus je fais ça, et en plus je fais ça ». Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est bien, c'est que vous avez une boulimie d'apprendre et de donner aux autres. Et en plus, je joue à fort en tête. Ah bah voilà, en plus vous jouez un fort en tête en deuxième semaine avec un gain possible de 100 000 francs et on vous encourage pour ça. Michel Ledoux, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de Douache. Oui. Et vous êtes retraité, mais vous étiez enseignant, c'est ça? J'étais dans l'enseignement également, oui. J'ai enseigné 17 ans dans 2 lycées ruraux, à Ouellin et à Douache. Et puis, j'ai eu à assumer la direction du lycée de Douache pendant 15 ans. C'est beaucoup de travail, une direction. C'est beaucoup de travail, mais enfin, quand on travaille avec une équipe d'enseignants enthousiastes, comme on en connaissait dans les lycées ruraux, c'était très agréable. Et vous étiez professeur d'histoire, surtout? J'étais professeur d'histoire. Et aujourd'hui, vos temps libres vous permettent de vous tourner vers la généalogie? Ah ben oui, je prolonge un peu en recherchant mon histoire personnelle, disons, en me retournant vers mes ancêtres sur les 10 ou 11 générations que l'on peut retrouver dans les registres paroissiaux. Vous êtes à quelle année pour l'instant? Pour certaines branches, j'arrive à 1580. C'est bien. Mais enfin, bon, c'est pas tout d'avoir une structure familiale. Il faut après l'habiller en recherchant dans les actes notariaux, etc., sur la façon dont ils ont vécu. Oui, les professions, etc. Alors, la descendance, c'est aussi important, bien sûr, pour un généalogiste. Ah, la descendance est importante aussi, oui, d'autant plus que j'ai une petite fille charmante, Louise, que je salue, et bientôt un petit Simon bien, pour le printemps. Ça s'applaudit. On vous encourage en tout cas parce qu'il y a 50 000 francs en jeu pour vous ce soir. Grâce à notre centrale téléphonique, et je voulais envoyer un petit merci en particulier aux charmantes jeunes filles polies et patientes qui travaillent en direct pour vous tout au long de la soirée et même un quart d'heure après la soirée. Donc grâce à ce centrale téléphonique, vous pouvez nous téléphoner à 6 reprises et peut-être gagner 3 000 francs. Le numéro de téléphone, vous le connaissez avec l'indicatif 070. Attention, 070. Armelle. Oui, ce soir, un grand jeu qui prouve encore sa générosité puisqu'il y a 126 cadeaux qui vous seront offerts tout au long de la soirée, dont, et on peut déjà l'annoncer, un séjour gastronomique. Alors soyez attentifs au contenu de l'émission puisque tout à l'heure Jacques vous posera une petite question toute simple et il vous suffira donc de nous répondre par téléphone. Donc en fin de soirée et 126 cadeaux ce soir.
Voilà un nom de restaurant qui ressemble un peu à notre émission, si je puis dire. Elle est décontractée, mais de qualité. Ça s'appelle Comme chez soi. Et il était normal de commencer une émission sur notre patrimoine gastronomique en évoquant cette table belge qui figure parmi l'une des 10 meilleures tables au monde. Pierre Wijnants, le grand chef du restaurant Comme chez soi, met un point d'honneur à valoriser nos mets régionaux, notre patrimoine gastronomique. Et chez lui, même nos frites font l'objet de la plus grande attention professionnelle. Quand on parle cuisine belge, il ne faut pas oublier non plus que la Belgique est un pays qui est 18 fois plus petit que la France. Donc, si on s'imagine que la Belgique est à peu près la grandeur d'une province française, et quand on voit tout ce que la Belgique a comme spécialité, eh bien, je pense que c'est même très intense le côté gastronomique en Belgique par rapport à la France. Mais il faut garder absolument les plats traditionnels de son pays pour se personnaliser, parce qu'autrement, si on le fait comme ça, d'ici 10 ou 15 ans, sur la planète, tout le monde va manger la même chose. Qu'est-ce qu'il a oublié pour faire intégrer? Ah, ça c'est lui. Ja. Voilà. C'est schön, hein? C'est joli. Et il paraît que c'est délicieux pour faire un stomp avec. Tout d'abord, on doit avoir un produit de toute première qualité. Dans ces produits de première qualité, j'essaye toujours, dans la première, en ma première vue, d'essayer de mettre les produits qui sont de la région en avant. Au point où nous sommes arrivés, là, on doit se personnaliser. Les clients viennent plutôt pour manger des plats qui ont été préparés par nous autres et qui sont propres à notre maison. Hein? Tu as tout ce qu'il faut? La cuisine belge à l'étranger est de mieux en mieux perçue. Je ne sais pas si c'est au tout haut niveau ou bien si c'est au niveau démocratique, et je crois que c'est un petit peu des deux côtés. Le Belge, il doit faire beaucoup plus qu'un Français pour se défendre. Donc, le Belge est beaucoup plus peut-être encore dans sa maison que le Français. Vous savez, on dit les frites, ça, c'est une image qui est très perceptible. Mais c'est par ces images-là qu'on fait connaître un pays. C'est à vous de déguster. Il y a de la mayonnaise là si vous voulez. Un premier cadeau pour la toute fin de notre émission, 15 exemplaires du livre de notre ami Louis Willems, celui de gourmandise. Ça s'appelle La cuisine bruxelloise. C'est coédité par les éditions RTBF et c'est édité à la Renaissance du livre. Un excellent livre. Louis Willems qu'on salue. Eh bien, dans notre première épreuve, les mots cachés, il s'agit de trouver des mots gourmands. Ça va de soi aujourd'hui. Vous savez qu'il faut découvrir 10 mots dans une grille. Chaque mot vaut 10 points. Pour 3000 francs chez vous, si vous découvrez un mot qui n'a pas été découvert, ou 2 ou 3, par nos candidats sur le plateau, eh bien, c'est 3000 francs. Il suffit de former le numéro qui apparaît en bas de votre écran avec le 070. 1 minute. Attention pour ce premier jeu. Il est 20h25. Top chrono. En rapport avec la pomme de terre. Je vous écoute, Michel. Gâte. Exact. Solanacée. Bernard. Solanacée. Exact aussi. Solanacée, c'est une bonne réponse. Crompir. Bernard. Crompir, c'est bien aussi. Tubercule. Bernard. Tubercule, oui. Charlotte. Charlotte pour Michel, c'est exact encore. Il vous reste 30 secondes. Ne vous énervez pas. Rosa. Michel Rosa, oui. Égalité pour le moment. 3 mots de chaque côté. Secondes. Écoutez, c'est vraiment très gentil de laisser quelques mots à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices.
Et nous avons une réponse de plus avec Anita qui nous appelle de Tarsienne. Bonsoir Anita. Oui, nous sommes très heureux de vous avoir en ligne, en direct. Nicolas, vous nous dites c'est une bonne réponse. Vous en avez d'autres? Non. Non, mais ça ne fait rien. Nicolas, c'est très bien, vous avez gagné. Alors nous allons découvrir ensemble d'autres mots qui étaient placés dans la grille. Il y avait aussi binge, l'écluse et la fameuse rate. Alors quelques mots sur cette pomme de terre puisqu'elle est originaire d'Amérique du Sud et c'est une plante à tubercules alimentaires de la famille des Solanacées. Et au début, elle sert seulement à nourrir les cochons. Ça, j'imagine que la plupart d'entre vous le sait. Personne ne sait comment la cuisiner et ce sera devant l'urgence des famines que les Européens se laissent peu à peu convaincre de la consommer. Alors vers 1550, elle est introduite dans nos régions grâce à l'action du botaniste Charles Lécluse qui travaille au service du comte de Hainaut. Et en France, il faudra attendre le XVIIIe siècle et bien sûr le pharmacien Antoine-Augustin Parmentier. Ah, je savais pas que c'était Antoine-Augustin, mais ben Parmentier, voilà, Parmentier. Et c'est grâce à lui que l'usage va se répandre, mais donc beaucoup plus tard que chez nous. Alors il existe différentes variétés de pommes de terre. La binge, comme vous l'avez bien dit, qui est plus farineuse et qui convient bien pour les frites et la purée. La charlotte, la chair est plus ferme, donc on la cuit souvent à la vapeur et elle agrémente les salades. Je ne vais pas relever toutes vos remarques ce soir, parce que sinon ça ne va pas bien se passer. Et alors, enfin gentiment. Mais... Alors, certaines pommes de terre sont devenues des spécialités régionales, ont un goût plus particulier, comme l'iquendigat, qu'on appelle la corne de chèvre, la rate aussi, la rosa, qu'on connaît plus communément sous le nom de plate de Fort-en-Ville. Et puis en Wallonie, et selon les régions, on leur donne des noms un petit peu différents. Donc il y a la patate, la petote, le Canada et à Liège, Jacques. Krampir, on dit la Krampir. Ça vient de l'allemand d'ailleurs, Grunt et Birne, qui signifie poire de terre, très exactement. Eh bien, pour les points, c'est un ex-aequo parfait pour commencer cette émission. C'est bien 30 points pour Michel, 30 points pour Bernard. Et 3000 francs pour Anita de Tarsienne. 0900 27 027, c'est le numéro de téléphone à former dès la fin de Fort en tête et vous pouvez le faire jusqu'à dimanche soir. On vous pose 2 questions par téléphone et pour trouver à coup sûr les bonnes réponses et gagner un superbe lot, eh bien vous vous procurez le télémoustique. Vous voyez la couverture très sérieuse du télémoustique qui est ce soir en librairie ou demain, ça dépend, ne sortez peut-être pas ce soir. Les questions sont prépubliées dans Télémoustique et ça vous simplifie la vie évidemment. La recherche de nouvelles denrées alimentaires a toujours mobilisé l'homme, ça on le sait. Donc on peut considérer que l'alimentation est liée à l'histoire et inversement. Et les compagnons aventuriers que vous allez découvrir dans ces images sont des passionnés qui ont eu à cœur de retrouver les saveurs d'autrefois. Bon nombre de nos habitudes alimentaires sont en fait d'origine récente. Et l'homme éprouve en général un attachement inconditionnel à la cuisine maternelle. Toutefois, sa curiosité en la matière le pousse aussi parfois à aller à la découverte d'autres façons de se nourrir qui ont marqué l'histoire de l'humanité. À ce titre, le Moyen-Âge nous a quand même légué quelques traditions, surtout en matière de convivialité, comme l'expliquent les compagnons aventuriers. Dans cette cuisine qu'on a représentée un petit peu ici, il y a un peu toutes sortes. Il y a des tables, il y a derrière moi une table de travail, il y a aussi quelques objets usuels. Et puis, il y a la cuisinière à proprement parler. Elle est fort équipée, il y a plein d'ustensiles dessus. Et on peut dire que c'est une cuisinière équipée, comme aujourd'hui, on a des cuisinières équipées au gaz, équipées à l'électricité. Ici, c'est une cuisinière équipée au bois, au charbon de bois, suivant le combustible que l'on va employer. C'est important de se laver les mains puisque vous n'avez pas de fourchette. Donc, il faut manger avec ses mains. Alors, est-ce que tu sais comment on mange avec les mains, Alicia? Non? Eh bien, on prend ses 3 doigts. Donc, tu prends tes doigts, voilà. Et tu as 3 doigts, ça fait une belle pince qui te permet d'aller dans le plat. Toi aussi, Timothy, tu peux commencer à manger. Il y a une série de mets qui sont fort anciens. Certains remontent, je dirais, à l'Antiquité classique, d'autres remontent au Moyen-Âge, mais ce n'est pas tant le découpage chronologique qui est important que la pérennité d'usage ou aussi les influences extérieures, les croisements d'influences entre différentes cultures qui ont été beaucoup plus importants que l'origine chronologique d'un plat. Voilà. Alors les enfants, on va passer au plat suivant, qui est en fait un plat de tous les jours et qui s'appelle un râpé. Ça, c'est un plat français, celui-ci. Et le plat qui est un brouet, qui est le râpé, se mange avec des légumes. Et je vous ai préparé des légumes, des poros, à la mode anglaise. Donc on va mélanger un petit peu les pays. Ça va?
La Belgique a remarquablement opéré une synthèse de différentes influences de tendances alimentaires, de traditions alimentaires, traditions venant du Sud par exemple, la tradition française, mais aussi avant la tradition espagnole, qui est elle-même une descendance au fond sous certains aspects de cuisine arabe, et l'influence des traditions germaniques ou anglo-saxonnes. On a la possibilité de manger absolument de tout, à n'importe quel moment, que ce soit en faisant ses courses dans le supermarché ou en allant au restaurant. On peut manger chinois, marocain, mexicain, tout ce que vous voulez. Il y a aussi, je crois, une certaine inquiétude face à l'alimentation. Il y a un sentiment de culpabilité vis-à-vis de la nourriture, c'est le sentiment aussi de la gourmandise, et il y a aussi une inquiétude vers tout ce qui est industriel ou semi-industriel. Ce qui explique un retour qu'on voit, notamment à travers la publicité, vers les produits qui sont labellisés tradition. Que ce soit la confiture de bonne maman, le pain grand-mère ou les plats du terroir, qui opèrent une sorte de retour en force, alors que nous sommes dans une société qui est hyper industrialisée et qui est hyper sécurisée au fond. En studio, monsieur et madame Collin, compagnons aventuriers. Dommage que vous n'êtes pas en costume d'époque. Enfin, c'est bien aussi. Voici l'image mystère. Nous cherchons une gravure qui représente un bâtiment. Les questions portent évidemment sur les traditions gourmandes. À chaque bonne réponse, c'est 10 points. L'image mystère, c'est 50 points. Et chez vous, si vous découvrez l'image mystère avant nos candidats, c'est 3000 francs. 070 345 346. Attention, 1 minute 30 secondes. Top chrono. Quel volatile est mis à l'honneur à viser, Bernard? Loi. Bien sûr. Alors, première partie de l'image, vous pensez à quelque chose? Non. On continue. L'oie, à l'instar de viser, s'accompagne d'une sauce faite à base d'une plante potagère, laquelle? C'était l'ail. Le péquet est issu de la macération des baies d'un arbre, lequel? Oui, Michel? Genévrier. Ça, c'est une bonne réponse aussi. Une autre pièce de la représentation? Non. À l'occasion de quelle fête calendaire fait-on des crêpes? Oui, Bernard? Non, c'est pas. Alors, Michel? Mardi Gras. Non, c'est la chandeleur, Oui. bien sûr. La farine de quelle céréale utilise-t-on pour faire les traditionnelles bouquettes? Oui, Le Michel. sarrasin. Bien, la farine de sarrasin. Quelle ville a... Alors, regardez, troisième partie de l'image. Le château de Belleuil. Non. Quelle ville a pour spécialité les côtes de porc Albert-Douille? Oui, Bernard? Mons, c'est une bonne réponse encore. Un autre segment de cette image. Non. Quel botaniste flamand fait publier en 1554 à Anvers? Oui, Bernard? Robert Doduns. Exact. Une autre partie. Alors, vous ne voyez vraiment pas Non, on continue. Quel monarque désirait que chaque paysan puisse offrir à sa famille une poule au pot? Oui, Bernard? Henri IV. Mais oui, Henri IV. Alors, là, vous devez reconnaître peut-être, non? Le jardin botanique. C'est le jardin botanique à Bruxelles. Bonne réponse. Et on parle du jardin botanique parce qu'on va parler du chicon. Le chicon. Alors la chicorée, elle était déjà cultivée par les Égyptiens au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais le chicon tel que nous le connaissons aujourd'hui, donc la wheat loaf, est né vers 1835 dans les caves du jardin botanique, et c'est d'ailleurs de cette époque-là que date cette gravure. Alors le chicon pommé avait été mis au point après plusieurs années de recherche par François Brézier, qui était membre de la Société d'horticulture de Belgique, mais ce n'est que plus tard, vers 1846, que on va commencer à le voir apparaître sur les marchés bruxellois. Alors bien sûr, le chicon braisé légèrement caramélisé est devenu un des joyaux de notre gastronomie. Il y a aussi le chicon au gratin qui appartient à notre culture nationale. Et là, c'est le plat typiquement saisonnier et hivernal. Bien, 50 points pour Michel, 120 pour Bernard. Et 3000 francs pour Daniel qui nous appelait de Houdin-Goulny avec la bonne réponse. Bon, il est évidemment difficile de faire un choix parmi tous les plats traditionnels de chez nous. On a une culture gastronomique très riche et très variée. Et donc, on a choisi arbitrairement de vous dresser un humoristique tableau de nos plats typiques. Ce sont souvent des recettes simples dont, dans certains cas, on les a repris sur les tables du monde entier. Et vous constaterez que notre météo gourmande est au beau fixe. Bonjour, je commence cette météo gourmande par une assez mauvaise nouvelle. Nous allons avoir une avalanche sur tout le territoire. Mais une avalanche de frites. Elles sont absolument partout. Détaillons maintenant notre carte. Du côté
de la côte, nous avons comme spécialité ensoleillée les délicieuses moules frites. Et également les tomates aux crevettes grises, présentes sur les buffets du monde entier. Chapeau les tomates. Du côté de Gand, nous avons le fameux Waterzooi à la gantoise. Waterzooi qui signifie Waterzooi. Descendons un peu plus bas, que trouvons-nous du côté de Malines? Le coucou de Malines, cette délicieuse petite volaille. Coucou. Du côté de la capitale, maintenant, eh bien, nous trouvons le fameux stoum. Alors, le stoum est une sorte de purée de légumes et pas une purée de pois, hein, qui couvre bien trop souvent notre joli ciel. Une purée de légumes, accommodée avec ce que l'on veut. Du côté de Namur, nous trouvons le scorgou, hein, le scorgou de Namur, parce que l'escargot est lent, le namurois aussi, et alors? Du côté de Liège, nous avons la délicieuse salade liégeoise, lardons, pommes de terre, haricots et les boulets. Allons voir maintenant dans les Ardennes. Profusion de truites, de gibier et de jambon d'Ardennes. Oh, très joli, présenté sur son montage de crudité. Allons voir maintenant du côté du Hainaut. Que trouvons-nous à Tournai? Le lapin et ses pruneaux. Et à Chimay, l'escabèche. Chapeau l'escabèche. Je ne terminerai pas cette carte gourmande sans vous parler des tartes. Chaque tarte a sa région. Enfin, chaque tarte à manger, bien entendu. Et bien voilà, il me reste à vous souhaiter un bon appétit. Parce que moi, j'ai faim. J'ai faim. Merci à Laurence Bibot d'avoir distrait un peu de son temps qui est précieux puisqu'elle propose encore jusqu'à samedi prochain Miss B au théâtre de la Toison d'Or, c'est à Ixelles. Nous avons beaucoup de personnalités en studio et ça nous fait plaisir à chaque fois, et en particulier Nadine Nicolas qui est journaliste, écrivain gastronomique et qui a été d'un très grand secours, d'une très grande aide pour la préparation de cette émission. Un vent favorable me dit que son livre superbe Wallonie, cuisine et tradition à la renaissance du livre sera réédité dans quelques semaines. Merci Nadine Nicolas. Merci bien. Voici le jeu des anagrammes. Nous cherchons des spécialités culinaires régionales. 10 secondes pour donner une réponse. Si la réponse est mauvaise, vous savez, le temps qui reste, c'est pour l'autre candidat. 30 points par anagramme découverte. Et chez vous, eh bien, vous aurez 3 000 francs si vous avez découvert une anagramme qui n'aurait pas été découverte en studio, mais ils ont l'air très forts. Hein. Méfions-nous, vous voyez le numéro de téléphone, vous l'avez vu, avec le 070 345 346. Attention, top chrono. Premier mot. Métranque. Métranque, c'est une bonne réponse. Flamiche. Michel nous dit flamiche, c'est encore une bonne réponse, un partout. C'est le troisième mot. Matoufé. Michel Matoufé, c'est bien. Quatrième mot. Bernard. Vitoulé. C'est une bonne réponse. Rombos. Rombos pour Bernard, c'est encore une bonne réponse. Et peut-être le 6e mot encore en studio. Oui. Bouquette. Bouquette. Tous les mots ont été découverts. Bravo à l'un et à l'autre. On le pressentait. En tout cas, nos candidats ont une bonne connaissance de nos plats régionaux. Alors, le métranque, lui, c'est pas un plat, c'est une boisson de mets, littéralement, et c'est un apéritif régional d'Arlon, qui est fait à base de vin blanc, de cognac, d'orange, et son goût particulier vient de la spirule odorante. Alors, il y avait la flamiche, pour la flamiche dinantaise, qui est une tarte salée à base d'œufs et de boulettes de Romeden, qui est un fromage artisanal, et je crois que la flamiche... le mot flamiche est facile, hein, ça vient de miche, et qui était une sorte de pain et de flamme. Bien. Ça cuisait alors, sur le bois. Alors passons au non, mais matoufé. sans blague, c'est parfois très simple, l'étymologie. Alors le matoufé, eh bien, il est apprécié par tout bon Ardennais qui se respecte, puisque c'est un mélange de lard, de farine, d'œufs, de lait et d'eau que l'on cuit comme une omelette sans cesser de remuer la pâte. Et c'est un plat qu'on mange tout autant le matin au petit déjeuner que le soir sur une tartine de pain d'épeautre. Alors il y avait les vitoulets qui sont les boulets liégeois, et donc c'est le nom carolorégien pour désigner ces boulettes de viande. La rombosse, eh bien,
bien, c'est un dessert qui est apprécié notamment dans la région de Couvin. C'est une pomme qui est évidée, qui est remplie de beurre, de cassonade, recouverte de pâte feuilletée et que l'on cuit au four à feu doux. Et enfin, ça, oui, j'ai entendu que ça mettait en appétit derrière moi. Et enfin, la célèbre bouquette de Liège qui se mange le soir de Noël et qui c'est une crêpe à base de farine de sarrasin. Ça vient du néerlandais boekweit, littéralement froment de hêtre, à cause de la forme du grain de sarrasin qui ressemble à la faine, donc le fruit du hêtre. Où en sommes-nous? Michel, 110 points, Bernard, 240. Tout est possible. Et 3000 francs pour Maria qui nous avait appelé de Stavelot avec une bonne réponse. Bien. Michel, je pense, à propos de gastronomie, vous aimez bouillon de culture à la télévision. C'est une autre forme de nourriture spirituelle. Oui, bien sûr. Cela permet de découvrir tout le monde de l'actualité, de la littérature et puis des spectacles également dans la nouvelle formule. Mais pratiquement, est-ce que vous cuisinez alors réellement vous-même? Alors là, non, pas du tout. Je dois dire que mon épouse, quand elle a entendu le sujet la semaine dernière, a éclaté de rire. Oui, ça. C'est un petit peu comme si elle avait eu le sujet du football. D'accord. Bernard, vous aimez aussi bouillon de culture? Oui, également. Dit. Oui. Bon. Et votre plat préféré à vous? Parce que vous cuisinez, je pense. Je cuisine un petit peu des choses simples. Mon épouse fait des choses plus compliquées. Je fais pas mal la blanquette de veau aux carottes, par exemple. Ah, très bien. Et quand vous allez à l'extérieur, est-ce que vous avez parfois vous prenez des spécialités régionales ou bien vous êtes plutôt exotique? Oh, je préférerais des choses belges, oui. Régionales. Ah bien, c'est bien. C'est pourquoi vous êtes là fort en tête. Si vous avez envie d'être ce public qui est là avec nous, autour de nous, le mardi soir en direct, fastoche. Mais non, je le fais parce qu'il y a des jeunes qui peuvent venir vous aussi. Avez raison. D'accord. Fastoche. Alors, il y a des pubs où on tutoie aussi. Vous avez vu ça, pour quand on s'adresse aux jeunes. Si. Tu veux aussi ce jeu? Oui. Fastoche. Si tu veux venir, tu nous appelles. Ah bah, faites-le. Vous y mettez aussi. Ah bah non, faites-le. Non, mais si tu veux venir, tu nous appelles au 071 20 92 11. Mais ça, c'est pour les plus jeunes, Et pour les plus âgés. On dira que c'est gratuit pour tout le monde, en tout cas. Alors, parmi nos aliments régionaux les plus ancrés dans nos habitudes alimentaires, on trouve le jambon d'Ardenne, qui est d'ailleurs apprécié au même titre que le jambon de Parme. Mais surtout, il est le fruit de la plus incontestée des anciennes traditions. Vous allez le voir. La région ardennaise se caractérise incontestablement par ses mets gourmands. À Verlaine, dans les environs de Neufchâteau, une ancienne ferme est dédiée au sanglochon, une race née du croisement entre le sanglier et le porc domestique. Le maître des lieux y perpétue la tradition de la fabrication de salaisons à base de porc, et notamment de sanglochon. Jadis, la plupart des familles ardennaises possédaient leur cochon. Considéré comme animal familier, il amusait petits et grands avant que son destin ne se voie radicalement transformé. Une fois par an, on tuait cette bête bien engraissée et qui, mangeant de tout, avait servi de véritable poubelle vivante. La viande de porc, qui depuis toujours se prépare à toutes les sauces, a surtout marqué l'Ardenne par les charcuteries qu'elle permet de réaliser. Et si le célèbre jambon de la région doit son goût si particulier au régime alimentaire du cochon, il est aussi redevable à son mode de fabrication. Aujourd'hui comme hier, chez les particuliers, ce sont les mêmes gestes qui se répètent. Une première étape déterminante dans la transformation du jambon, celle qui donne goût à la viande et assure sa conservation, est le salage. Une seconde étape capitale, mais qui intervient des mois plus tard, est le fumage. Cette opération, qui va donner au jambon sa teinte brune, assure également la conservation du produit. Le jambon reste au moins 2 mois dans un fumoir traditionnel. À ses côtés, on trouve d'autres charcuteries typiques à la région, dont des saucissons. Leur préparation peut également être suivie dans ce petit musée ardennais. Après la visite de l'espace musée, une halte dans la partie du bâtiment transformée en auberge permet de goûter les salaisons maison. On peut par exemple y déguster le jambon d'Ardenne cuit en omelette, ce qui ajoute un fumet délicieux à cette préparation toute simple. Mais traditionnellement, le célèbre jambon de la région se mange cru. De ces fines tranches émane toute la saveur de ce mets au goût bien de chez nous.
en studio, monsieur et madame Van der Roos de la ferme des Sanglochons. Enfin, vous avez vu, hein, c'est une race issue du croisement du cochon et du sanglier, et qui offre 7 assiettes gourmandes de jambon d'Ardenne, cadeau et présence en studio. Merci. Et à propos de sel, vous savez que le sel est présent dans des mots insoupçonnés. C'était très important dans les aliments, évidemment, pour les conserver, on l'a vu. Et puis on se souvient de la légende de Saint-Nicolas, dont on a parlé la semaine dernière, avec le saloir et les 3 petits-enfants ressuscités. Eh bien, le mot salaire, par exemple, vient de salarium, argent que les soldats romains recevaient pour s'acheter du sel. Ça vient de là, le salaire, de sel. Un coup d'œil sur les points. 110 pour Michel avec un enjeu de 50 000 francs, 240 points pour Bernard avec un enjeu de 100 000 francs. Et à présent, nous allons entrer dans le monde terrifiant, depuis la semaine dernière en particulier, des questions de connaissances. Vous pouvez aller rechercher la documentation qui se trouve, la même pour les deux, dans nos rayonnages. Vous allez encoder votre réponse pour les 3 questions qui viennent grâce à un clavier alphabétique. Il y a 100 points pour le plus rapide, 50 ou 25 points. Si vous faites appel au téléphone, alors si vous voulez aider nos candidats, vous connaissez notre numéro de téléphone avec le 070. Attention, vous ne n'encoderez cette réponse qu'à mon top chrono, c'est-à-dire après la lecture de la question. Que voici la première. Dès le Moyen-Âge, l'accès des grandes forêts est réglementé. Les éleveurs disposent d'un droit d'usage pour laisser paître leurs porcs dans les bois. Je vous demande le nom que portait ce droit. Un mot suffit, il faut écrire. Donc votre réponse, attention, top chrono. Un mot suffit. Très bien, nous avons observé que Michel a encodé une réponse pour 100 points. Est-ce la bonne réponse? Nous le saurons tout à l'heure. Bernard a encore 35 secondes pour y réfléchir. Et gagner peut-être 50 points ou 25 points si vous faites appel au téléphone. Secondes, Bernard. Eh bien, nous allons faire donc appel au téléphone. Avec Marie-Thérèse qui nous appelle de Sarre-Bernard. Bonsoir Marie-Thérèse. Merci d'aider notre candidat. Quelle est votre proposition de réponse? Droit de glandage. Droit de glandage. On le note. Merci de votre participation. Alain nous appelle de Oui. Bonsoir Alain de Oui. Oui, Lutois Alain. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre proposition de réponse? La glandée. La glandée. Très bien, on la note. Merci. Et Anna nous appelle de Braine-le-Comte. Anna. Anna, bonsoir. Bonsoir. Je dis la glandée. Vous dites la glandée, avec un E au bout, bien sûr, on l'a bien entendu. Merci. Oui. Donc Armel, il y a le droit de glandage. Le glandage. Ou le droit de glander. Ou la glandée. Alors vous choisissez. La glandée. Vous choisissez la glandée. Bien. Pour 25 points, la glandée. Vous avez inscrit Michel pour 100 points. La glandée. La glandée. Est-ce la bonne réponse? Allons-nous accorder ces points? Regardons tous ensemble. Oui, bonne réponse. Alors bien sûr, ce terme fait référence aux fruits du chêne, aux glands, que l'on trouvait abondamment dans nos forêts au Moyen-Âge, et donc les porcs raffolaient de cette nourriture, qui donnait d'ailleurs un goût très particulier à leur viande. Et notons, puisqu'on parlait du jambon d'Ardenne il y a quelques instants, que les Romains appréciaient déjà notre jambon. Alors, sous Charlemagne, on évaluait la taille d'un massif forestier en fonction du nombre de porcs qui pouvaient y être nourris en une année, et on comptait plus ou moins 150 hectares de forêt pour nourrir 100 porcs. Donc c'est quand même assez considérable comme chiffre, je trouve. On se demandait tout à l'heure si le terme glander, glandouiller un peu plus familièrement, perdre son temps, quoi, ça faisait allusion à ce droit de glander. Eh bien, en effet, ça faisait allusion au ramassage des glands, en tout cas, à l'activité qui était assez peu productive, et peut-être que ça s'est mêlé à d'autres influences dont nous ne parlerons pas ici, en ce lieu. Michel, vous avez 210 points, Bernard 265.
le Et téléphone. 3000 francs pour Alain qui nous appelle de Oui et pour Anna de Braine-Comte. Sur le télétexte de la RTBF, à la page 130, si vous avez la curiosité d'y aller voir, eh bien, vous trouvez fort en tête et l'OPT, l'Office de promotion du tourisme. Et on vous y donne surtout une quantité de renseignements utiles pour prolonger le plaisir de cette émission. Les références des livres, les numéros de téléphone, les adresses, mais aussi, en sus, des idées de promenades touristiques intéressantes. Le sirop du pays de Herve est un produit unique en son genre dans la mesure où il n'existe que dans notre pays. Et en Wallonie, 4 artisans le fabriquent. Ah non, vous n'avez pas commencé. Le fabriquent encore à l'ancienne. On va essayer de continuer parce que c'est toujours difficile quand je la crie. Alors c'est un sirop que... Oui. C'est un sirop que l'on devrait appeler, si l'on était en France, de la tartinade, puisqu'il n'y a qu'en Belgique, et d'ailleurs le Larousse le mentionne, que le sirop est une mélasse de pommes et de poires. De pommes et de poires. Le pays de Herve, c'est avant tout le pays des vergers. Pour pouvoir consommer leurs récoltes tout au long de l'année, les cultivateurs de la région ont mis au point, il y a presque 300 ans, la recette du sirop de Herve. Dans notre famille, le sirop a commencé il y a à peu près 100 ans. C'est mon arrière-grand-père qui, pour son mariage, avait reçu une cuve pour faire du sirop. Et de ce temps-là, il n'y avait pas de liste de mariage, donc les gens offraient des choses qu'ils possédaient. Il a reçu une cuve à sirop et ainsi a commencé le sirop dans notre famille. On est toujours resté artisans depuis et pour nous, c'est très important. Dans une siroperie artisanale, la production est limitée dans le temps, puisqu'elle s'aligne sur la période de récolte des fruits. Après avoir été livrés, ils sont d'abord triés et classés par variété. Pour la préparation, on compte 80% de poires pour 20% de pommes qui vont cuire 10 à 12 heures dans une cuve. Les fruits ramollis vont alors être pressés durant 4 heures entre 2 épaisses couches de sac de jute. Le jus est pompé et va subir une nouvelle cuisson qui entraînera le raffinage, c'est-à-dire l'évaporation de l'eau qui se trouve dans le jus. Ça fait maintenant à peu près 15 ans que je fais du sirop. Il m'a fallu au moins 5 ans avant de bien maîtriser cette manière de finir le sirop à l'aide de ce qu'on appelle la mahette. La mahette, c'est un outil avec lequel on mélange dans la cuve pour ne pas que ça brûle et en même temps on soulève cette palette et ça permet de voir par rapport à la viscosité sur la palette quand il sera bon ou qu'il n'est pas encore bon ou qu'il est plus que bon. Et ça se joue sur 30 secondes, donc la dernière demi-heure, il faut vraiment être devant la cuve pour mélanger et juger la viscosité du sirop. Le sirop mis en pot est prêt à être consommé, et pourquoi pas dans une préparation culinaire raffinée. Beaucoup de Belges se disent que la France est fantastique parce qu'il y a un patrimoine gastronomique, alors que dans le pays de Herve et sûrement dans d'autres régions de Belgique, il y a ça. Mais il faut le faire revivre, il faut faire comprendre à tout le monde qu'on a comme beaucoup d'autres, et même parfois mieux que d'autres, parce que le sirop est un produit exceptionnel qu'on trouve nulle part ailleurs. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que partout dans le monde on fait du canard au miel et pourquoi pas ici utiliser du sirop? Alors que le sirop convient beaucoup mieux à la cuisson du canard grâce à sa légère acidité. Le goût de la sauce est enrichi par justement cet équilibre entre le sucre et l'acide. Au menu d'aujourd'hui, du canard laqué au sirop du pays de Herve et aux légumes du potager de Vincent, cuisinier de campagne. À gagner un séjour gastronomique comprenant, écoutez bien, un repas pour 2 personnes dans le restaurant que vous venez de voir et une nuitée dans une chambre d'hôte du XVIIe siècle qui se trouve dans le village de Bolan, à 2 pas du restaurant. À gagner aussi, attendez, c'est pas tout, 50 visites guidées à la siroperie d'Aubel et 40 entrées à l'espace des saveurs offerts par le syndicat d'initiative de la ville de Herve. Et on remercie en particulier monsieur et madame Claudine Hyssen de la siroperie artisanale d'Aubel et monsieur et madame Vincent Simon de Bolan qui offrent le séjour. Merci. C'est pour la fin de l'émission, bien entendu. Deuxième question de connaissance, toujours 100 points, 50 ou 25 points. Le numéro de téléphone pour aider nos candidats, lui faire éventuellement gagner 25 points. Le 070 345 346. Attention, voici la question. Le plateau de Herve est aussi connu pour ses célèbres fromages, évidemment.
C'est suite à un édit qui interdit d'exporter du blé que les agriculteurs de la région de Herve se reconvertissent en éleveurs de vaches laitières au XVIe siècle et qu'ils se lancent dans la production fromagère. Je vous demande le nom de la personne qui promulgue cet édit. Top chrono. Bernard, pour 100 points, vous venez d'encoder une réponse. Et Michel vous suit pour 50 points. Bien. Michel, pour 50 points, la réponse que vous avez encodée, je la lis pour vérifier, c'est... Charles-Quint. Charles-Quint. Bien. Bernard. Charles-Quint. 100 points, Charles-Quint. Est-ce la bonne réponse ? Avez-vous raison de vous lancer tout de suite sur ce... Oui, bien sûr, c'est la bonne réponse. Bravo. Charles-Quint. Oui, et d'ailleurs, la production du fromage de Herve va se développer très rapidement et on va même utiliser ce fromage comme monnaie. Alors quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur, ça nous laisse sceptiques. On va par exemple payer l'usage de certaines routes avec des carterons de beurre et des douzaines de fromages. Et il y a quelques années, à propos du fromage de Herve, Robert Courtine, le célèbre gastronome français, déclarait dans la chronique culinaire du journal Le Monde que 3 fromages étrangers étaient supérieurs aux quelques centaines de fromages français, donc c'est un bel honneur. Et il citait le Stilton anglais, le vacherin suisse et notre Herve. Bravo. Michel, 260 points. Bernard, 360 points. Et 3000 francs pour Michel qui nous a appelé de Antilles et pour Michel de Courcelles qui tous deux nous ont donné une bonne réponse. Le mot fraise vient de fragare en latin, sentir bon, qui a donné aussi fragrance par exemple. Et les Romains prenaient déjà des fruits pour terminer leur repas. Et donc cette habitude, nous l'avons conservée. Passons donc, si vous le voulez bien, au dessert avec la fraise de Wépion dont Jean Cocteau disait, voyez Wépion, c'est presque l'hiéroglyphe d'une belle fraise que ce nom gourmand. Un autre coin de Belgique a vu son paysage se façonner au rythme d'une culture bien spécifique. C'est Wépion et sa célèbre fraise. Quel est le secret de ce délicieux fruit? Sans doute la qualité du terrain où il est cultivé, mais aussi le microclimat qui règne dans cette région. Sans oublier l'expérience de ceux qui le cultivent depuis plusieurs générations. Il n'est pas si loin le temps où toutes les familles cultivaient encore quelques arts de fraises et où les producteurs se retrouvaient au marché. En 45-46, il y avait des tas de fraises ici à Wépion. C'est bien simple, j'avais 6-7 ans et je ne voyais pas au-dessus des bacs sur le marché. Je me rappelle encore de ça. Je ne voyais pas ce qui se passait de l'autre côté. Donc ils étaient vraiment étalés. Il y avait des moments, paraît-il, à cette période-là, donc jusqu'à 50, 55, des jours qu'il y avait quand même 48 000 kilos de fraises. Aujourd'hui comme hier, la culture de la fraise reste contraignante. Et cette production au caractère artisanal doit faire l'objet d'une surveillance quasi permanente et est à la merci du moindre caprice du ciel. C'est dire si les fraisiéristes, qui se font de plus en plus rares, tiennent à leur production et veulent que la qualité de leurs fraises soit reconnue et clairement affichée. Nous avons demandé à Promac, qui est un organisme agréé, de nous donc certifier, dans nos raviers sont certifiés par Promac, que nos fraises viennent bien de Wépion, des communes limitrophes. Et nous demandons maintenant la protection européenne. La fraise, le premier fruit des beaux jours, marie pour la plus grande joie des gourmands, valeur nutritive et qualité gustative. Produite dans nos régions d'avril à septembre, elle se consomme généralement comme fruit de table, avec du sucre ou de la crème. Mais les fraises sont aussi très appréciées en pâtisserie. À Wépion, certains pâtissiers se plaisent à travailler ce produit particulièrement coloré.
Une des spécialités de notre boulanger-pâtissier est la marquise. Cette génoise fourrée de crème pâtissière, de crème fraîche et de fraises met à merveille en valeur ce fruit haut de gamme dont la réputation n'est plus à faire. Nous avons 20 entrées au musée de la fraise à vous offrir et justement en studio, Madame Mouard, responsable de ce musée de la fraise. Merci Madame d'être là. Également Monsieur Lebutte, boulanger-pâtissier qui a créé cette marquise aux fraises. Merci Monsieur. Voici la dernière question de connaissance, toujours pour ces 100 points maximum. La documentation, dont vous faites un usage modéré, mais efficace. Le numéro de téléphone pour aider nos candidats à consommer sans modération, mais en faisant attention au 070, l'indicatif. Alors voici cette question. La culture de la fraise débute véritablement en 1880 à Wépion. Les tout premiers plants de fraisiers provenaient du jardin du baron Delmarmol et comprenaient 2 variétés de fraises. L'une appelée l'anglaise fut rapidement abandonnée. Quel nom portait la seconde variété de fraises? Je vous demande une réponse en 2 mots top chrono. Bernard, pour 100 points, vous venez d'encoder une réponse. Et Michel, également une réponse pour 50 points cette fois. Alors, on commence par vous, Michel. Pour 50 points, vous me dites... Jucunda Doré. Jucunda Doré. Bernard, pour 100 points, vous avez encodé... Marguerite Le Breton. Ah, quelle est la bonne réponse? Celle de Michel, celle de Bernard ou une autre? Vérifions tous ensemble. Oui, Marguerite Le Breton. Bernard, bonne réponse. Il existe une multitude de variétés de fraises qui ont été cultivées et qui sont toujours cultivées à Wépion. Il y a par exemple la tardive de Léopold, qu'on appelle également Sensation, et qui est cette fraise rouge foncé. Et puis d'autres portent le nom de Fertility, Léopold III, Gloire des Flandres ou encore Gloire d'Ypres. Donc de bien jolis noms. Alors à propos de noms, il y a un nom incroyable, il y a une coïncidence incroyable. Vous savez qui a importé en France la fraise au XVIIIe siècle? Un nommé Fraisier. Oui, il s'appelait Fraisier, un officier, mais il y avait un Z, et évidemment ça n'a rien à voir avec la fraise qui existait, on l'a dit tout à l'heure, depuis longtemps. Et le mot dessert, puisqu'on est dans les mots, eh bien c'est un mot de 1632 en français, et il semble qu'il vienne de ce qu'on a d'abord nommé service après dessert. Donc, autrement dit, une fois la table desservie. On desservait d'abord la table et puis le dessert. Nous en sommes à 260 pour Michel, 465 pour Bernard. Et 3000 francs pour Isaline de la Louvière qui nous a appelé avec une bonne réponse. Ah, Michel, je sais que de temps en temps, vous vous identifiez ou bien vous aimez bien ce personnage de Don Quichotte. Oui, c'est un petit peu une forme de défi qu'on se lance régulièrement comme cela. C'est pas nécessairement des moulins à vent, c'est fort en tête, oui, par exemple. Et alors, c'est un défi pour se faire plaisir. Bien. Et Bernard, je sais, vous, que vous aimez les défis, mais les défis plutôt dans le domaine des sports cérébraux, semble-t-il. Quoi en particulier? Donc les mots croisés, les chassés croisés, d'autres... Est-ce que vous le faites régulièrement, tous les jours, par exemple? Presque tous les jours, sauf de ces temps-ci où je suis occupé à d'autres occupations cérébrales aussi. Très bien. Dernière gourmandise de notre patrimoine gastronomique, le chocolat. Et je sais que vous ne me contredirez pas. Et pour nous parler du chocolat belge, il nous a semblé juste de faire appel à Jean Galère, l'un des plus dynamiques, des plus curieux et des plus innovateurs des chocolatiers. C'est vrai que nous n'avons pas de plantation de cacao, mais le chocolat belge est belge en ce sens où je pense qu'il ressemble bien au belge. Il y a une grande diversification
il y a une authenticité, il y a un désir de qualité, il y a une créativité qui fait que notre chocolat est bien particulier. Je pense à d'autres pays voisins qui se sont, je pense, un jour fait l'idée de ce qu'était le chocolat et c'est resté figé, ils sont restés dans un carcan. Et à l'inverse, le chocolat belge évolue, suit l'évolution du monde et c'est ça qui fait, je pense, la particularité du chocolat belge. Il y a d'ailleurs toujours eu des artisans chocolatiers en Belgique. Leurs inventions sont légion. Il y a d'abord eu la praline, tout simplement. Ce petit chocolat fourré, c'est une invention belge. Il y a eu un peu plus tard le ballotin qui a permis de mettre cette praline en valeur. Il y a eu le bâton de chocolat fourré. Il y a eu la crème fraîche. Jean Galère s'inscrit totalement dans cette tradition. Et son souci permanent est de mélanger de nouvelles saveurs, de créer de nouveaux produits à base de chocolat pour satisfaire tous les goûts. Les Belges sont particuliers en ce sens où le Belge aime la fête, le Belge aime l'authenticité, il aime ce qui est bon, il sait ce qui est bon. Mais même en Belgique, il y a des différences. Il y a des régions comme par exemple dans le Hainaut ou le nord de la France, on retrouve où on consomme plus de chocolat à l'alcool. Dans le nord du pays, ce sera plutôt du chocolat au lait. Et dans le sud du pays, ce sera plutôt du chocolat noir. Depuis quelques années, je me suis intéressé aux accords du vin et du chocolat et à cet effet, nous avons créé un coffret d'initiation dans lequel vous retrouvez 4 bouteilles de vin différents et des chocolats dont l'assortiment est spécialement étudié pour s'accorder avec ces vins. Alors, vous pouvez commencer la dégustation par un Bagnols, qui est un vin doux naturel du sud de la France. Et celui-ci s'accompagnera parfaitement de quelques orangettes. Alors nos orangettes, nous les voulons très petites, mais gorgées de soleil et de sirop, enrobées d'une très fine couche de chocolat. Alors vous prenez une orangette, vous la croquez quelques fois, vous prenez une gorgée de Bagnols et vous verrez à quel point les accords sont parfaits. Passionné Jean Galère, et nous offrons encore 5 cadeaux dégustation des chocolats Galère. Mais je vous rappelle que c'est en toute fin d'émission qu'on vous propose cette question, donc dans quelques minutes, l'ensemble des cadeaux. En studio, on peut l'applaudir, Jean Galère nous a rejoint, artisan dynamique, chocolatier passionné et un de nos meilleurs représentants du chocolat, qui est lui-même le meilleur du monde. Donc on peut dire que c'est le meilleur artisan du monde, finalement, hein, on peut le voir comme ça. Les enjeux. 260 points avec un enjeu de 50 000 francs pour Michel, c'est encore jouable. Si Bernard s'écroule... Non, je dis rien. Bernard, 465 points, 100 000 francs en jeu, c'est important. 20 points par réponse correcte, un droit de réplique immédiat, 1 minute 30 secondes, ou le temps de vous proposer, si vous allez vite, les 15 questions. Attention, top chrono. Quel légume entre principalement dans la composition de la recette de la tarte algiotte? Bernard. Oui. Quelle ville a pour spécialité la tarte algiotte? Michel. Nivelles. Bon. Quel est le nom du restaurateur qui nous a préparé des frites dans la première séquence? Michel. Winans. Oui. Quel est le nom de la comédienne qui nous présente une météo? Michel. Laurence Bibot. Oui. La pomme de terre entre dans la composition de la salade liégeoise ainsi qu'un autre légume, lequel? Michel. La salade. Non. Le haricot, bonne réponse. Quel nom porte l'animal issu d'un croisement entre le porc domestique? Sanglochon. Oui, Bernard. Et le sanglier. Dans quel hameau de Neuchâteau se trouve le musée... Verlaine. Verlaine, le musée vivant du jambon d'Ardenne, c'est excellent. Quel outil utilise le siropier pour observer, Michel? La marette. La marette, oui, la qualité du sirop. Quel palmipède est préparé à base de sirop, Bernard? L'oie. Non. Le canard. Le canard, bonne réponse pour vous. Dans quelle province se situe Wépion? Namur. Oui, Michel. Quel organisme officiel a attribué un label? Oui, Bernard. L'ORPA. Pardon? L'ORPA. Non. Copac. Non plus, c'est Promag. En quelle année est créé le premier marché de la fraise à Wépion? En 33, trop tard. Quel nom porte le gâteau réalisé à base de fraises dans la 6e? Oui, Michel. Marquise. Oui. Le sirop de pomme et de poire entre dans la confection d'une sauce qui accompagne les boulets liégeois. Quel est le nom de cette sauce? La sauce lapin ou chasseur. Et enfin, les pommes contiennent une substance qui épaissit notamment les sirops. La Michel. pectine. La pectine, bonne dernière réponse, Michel. Mais notre gagnant, avec 525 points, c'est Bernard Riguel d'Ovlet. Et Michel, vous êtes remarquable
superbement battu, surtout ici Ah ouais, pour cette très batterie bien. de rapidité. Et vous aviez peur de manquer un petit peu de rapidité pour restituer vos connaissances? Vous l'avez ressenti comme oui, ça? mais enfin, bon, je me suis heureusement surpris, disons. Vous voyez comme quoi. On peut s'ajouter une fleur. Vous avez raison, il faut. Vous êtes très bien battu. Alors, nous vous offrons bien sûr ce week-end pour 2 personnes à Paris, de l'île de la Cité aux Halles, en passant par les Invalides, le Palais Bourbon. Vous découvrirez un Paris qui vous séduira par la richesse de son architecture et de ses musées. Orsay ou le Louvre vous réservent leur meilleure toile pour le plaisir des yeux. Bernard Riguel, vous venez de gagner 100 000 francs. C'est fait. C'est acquis. Ça y est, quel beau sourire. Un sourire un peu retenu parce que vous ne savez que c'est pas fini, évidemment, vous le savez. Vous pouvez revenir la semaine prochaine et peut-être gagner, regardez-la bien, cette superbe Lancia Delta. Une 3e semaine victorieuse vous offrira le plaisir de conduire cette Lancia Delta 16 soupapes. Direction assistée, airbag conducteur, air conditionné, verrouillage centralisé. Il vous reste à prononcer les mots magiques « Je reviens ». Allez-vous briser le sort qui s'oppose à cette Lancia depuis la semaine dernière seulement? C'est un nouveau petit sort. Est-ce que vous allez revenir ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Je reviens. Parfait, vous revenez. Eh bien, nous mettrons donc en jeu la semaine prochaine cette voiture et vous serez opposé à Jacqueline de Millecan. C'est bien comme ça qu'on prononce votre nom? Non, de Millecan. De Millecan. On va le retenir pour la semaine prochaine. De Millecan, Jacqueline. Vous êtes dans la vie? Oh, ben, retraitée. Et vous avez été? Mais j'ai travaillé principalement comme secrétaire d'avocat. Vous êtes du Hainaut, hein, je pense? Absolument, j'habite Ath. Hein. Ath, et vous êtes né à? Tournai. Voilà, on sait un peu tout sur vous. Jacqueline, vous avez suivi ce combat, donc vous serez opposé à Bernard la semaine prochaine. Oui. Vous sentez bien ce combat? Oui, oui, oui. Parfait. Et ça nous promet. Mais quel sera le thème de la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, nous découvrirons donc une personnalité, mais une région aussi. Donc, c'est un scénariste, dessinateur qui nous fera découvrir sa région à travers son œuvre. Donc, c'est un thème un petit peu original et c'est la Gaume de Servet. La Gaume. Ce pays vallonné aux formes généreuses et variées est la source d'inspiration majeure du créateur de bande dessinée Jean-Claude Servet. Elle est omniprésente dans ses histoires, qu'elles soient poétiques, fantastiques ou érotiques. L'auteur y insère également des amis artistes ou leurs créations. Bonjour, vous êtes nombreux. Allez, rentrez, il y a de la place. Alors Jacqueline, avez-vous déjà été en Gaume? La connaissez-vous un peu? Non, pas vraiment. Ce sera donc une découverte. Oui, oui. J'espère qu'il ne fera pas trop glissant pour y aller. Et vous, Bernard? Je connais un tout petit peu. Un tout petit peu. Ah bien, voilà, vous êtes sur un pied d'égalité avant de commencer cette émission-là. Bonne chance à tous les deux. Voici maintenant l'instant attendu de nos 2 grands jeux par téléphone. Le premier, vous le connaissez, vous formez le 0900 27 027. Dès à présent et jusqu'à dimanche soir, 2 questions vous sont posées pour ce grand concours. Ces questions sont prépubliées dans Télémoustique, ce qui vous permet à chaque fois de jouer beaucoup plus facilement. Donc vous voyez la couverture du nouveau numéro. Et ce soir encore, on peut vous annoncer que 4 gagnants ont été comblés et ont reçu l'un de ces magnifiques cadeaux. GB vous offre un téléviseur 70 cm, une mini-chaîne, un radiocassette avec CD portable, une chaîne stéréo sans fil et un four à micro-ondes de la marque Neufunk. Bon amusement! Notre deuxième jeu vous gâte encore puisque nous vous offrons un séjour gastronomique qui comprend un repas pour 2 personnes ainsi qu'une nuitée dans une chambre d'hôte offert par monsieur et madame Vincent Simon, 10 exemplaires du livre La cuisine bruxelloise de Louis Willems, édité par la Renaissance du livre, 40 entrées, c'est encore long, hein, 40 entrées à l'espace des saveurs offert par le syndicat d'initiative de Herve, 50 visites guidées à la cirerie d'Aubel, 5 colis de dégustation Galère, 20 entrées au musée de la fraise et 7 assiettes gourmandes de la ferme des Sanglochons. Comment gagner ces cadeaux? Il suffit de répondre à cette question. Écoutez bien. J'ai honte. Quel est le nom du restaurant de Pierre Winans?
Ah, c'est comme ça. Ah, je ne dirai pas la réponse. Je vais vous donner le numéro de téléphone. Alors, notez-le bien. Notez surtout l'indicatif pour ne déranger personne. C'est le 070 345 346. Et les lignes sont ouvertes dès maintenant pour 15 minutes seulement, on vous le dit, chaque semaine. Armelle, merci, à mardi. Merci, Jacques, à mardi. Félicitations à nos 2 candidats qui ont fourni un très bon combat, gentil, amical et intéressant. Merci de votre Très présence, fair-play. Michel et Bernard, à la semaine prochaine. Merci à vous. Restez sur la une. Dans quelques secondes, le faux frère qui raconte les difficultés des enfants à suivre les aventures amoureuses de leurs parents, parfois. C'est une coproduction téléfilm RTBF et ensuite télécinéma. Bonne fin de soirée. Au revoir. Bonsoir. Venez encourager nos forts en tête. Pour assister à l'émission, formez le 071 20 92 11. À la semaine prochaine.